en fin de compte ce que l'on dit en général. Et puis regardez, donc la bêta-méthazone, etc., la dexaméthasone. Donc je vous invite à apprendre ces diapos par cœur. Les trois actions principales des corticoïdes. Trois, peut-être une qui vous intéresse, deux qui vous intéressent le plus, mais vous allez voir que vous faites vous aussi de l'immunomodulation, parce que la médecine générale actuellement joue un rôle important dans le suivi des maladies chroniques, dans les maladies auto-immunes, mais pas uniquement cela, parce que vous allez voir que la corticothérapie au long cours n'est pas uniquement l'apanage, bien sûr, des maladies auto-immunes. Donc, en gros, vous avez l'action anti-inflammatoire, vous avez les différents mécanismes d'action que je détaille en général quand je fais des cours à la fac, l'action anti-allergique, et puis celle qui m'intéresse, moi, en pratique, dans ma pratique de médecine interne, c'est l'action immunomodulatrice, notamment au niveau des lymphocytes, avec l'induction de l'apoptose des lymphocytes et bien sûr la redistribution des lymphocytes dans les autres compartiments lymphoïdes. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, en médecine générale, on utilise la corticothérapie essentiellement en cure courte. Et en gros, la question qui se pose, c'est quelle est la définition d'une cure courte? Une cure courte, c'est quoi? C'est d'abord un traitement suffisamment long pour faire régresser l'inflammation, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais il faut que ce traitement doit être suffisamment court pour que n'apparaisse aucun effet secondaire. Et donc là, dès le départ, j'oppose la corticothérapie en cour courte avec la corticothérapie en cour longue, et vous allez voir que tout ce que l'on fait dans la cour longue n'est pas d'actualité dans la cour courte. On va y revenir à travers des cas cliniques. Alors cette diapo, je l'ai faite volontairement pour focuser directement sur vos indications et comment vous devez raisonner. En gros, la corticothérapie en cour courte, on l'utilise dans une affection aiguë. La longue, c'est une affection chronique. La évolution habituelle de l'affection en général favorable dans la cure courte, longue et difficile dans la cure longue. Le schéma posologique est simple dans la cure courte, nécessité d'un ajustement tout au long du traitement pour la corticothérapie en cure longue. Et puis, une des choses importantes sur lesquelles j'insiste, la surveillance du traitement simple, quasiment aucune, sauf chez des patients avec beaucoup de comorbidités, on va y revenir tout à l'heure, très attentive dans la cure longue, même chez un patient dénué de comorbidité, effet secondaire bien sûr exceptionnel dans la cure courte, fréquent dans la cure longue, et puis la durée du traitement. La durée du traitement est simple, elle est claire. Quand on donne une cure courte, on ne décroît pas la corticothérapie. C'est la dose pleine, vous choisissez 1 mg kilo, vous donnez 10 à 15 jours et vous arrêtez brutalement vos corticothérapies sans aucun effet secondaire. Par contre, dans la cure longue, bien sûr, elle est souvent imprévisible, plusieurs semaines à plusieurs mois, et elle doit être très attentive. L'arrêt du traitement brutal, très prudemment dégressif, et je vais vous montrer à travers des cas cliniques comment est-ce qu'on arrête une corticothérapie en cure longue. Donc voilà, cette longue introduction me paraît intéressante parce qu'elle répond en gros, et du moins j'espère que j'ai essayé de répondre à votre attente sur la différenciation, non seulement sur le plan physiopathologique et indication, mais également sur la modalité d'utilisation et la modalité d'arrêt de cette corticothérapie. Indication dont je ne vais pas détailler puisque Mme Azizi me dit que je dois grignoter sur les 30 minutes qu'elle m'a données alors qu'elle n'a rien dit à mon ami le Dr Helge. Et en gros, un des messages importants, c'est que, comme quoi il ne faut pas être gentil, c'est que l'autre message que j'ai envie de vous passer, faites très attention. On banalise, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de banaliser ou de vous faire peur en matière de corticothérapie, et vous allez voir dans ma conclusion ce que je vais dire, mais attention, moi qui fais beaucoup de maladies auto-immunes, qui donne beaucoup d'immunosuppresseurs, qui donne des biothérapies, vous savez, ces fameuses molécules anti-TNF, etc., le tolicilizumab, le rituximab, dans des indications de malades extrêmement lourds, on se dit que, en fin de compte, ces médicaments immunosuppresseurs sont inducteurs de beaucoup d'infections, c'est la principale cause de mortalité. Et là, c'est une diapo que j'ai faite pour Rita. Et Rita, voilà cette diapo, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que les corticoïdes viennent loin devant, en matière de toxicité infectieuse, devant les autres immunosuppresseurs. Donc, en gros, ne banalisez pas la toxicité infectieuse. Et en gros, les malades qui meurent d'effets secondaires meurent notamment dans les maladies auto-immunes ou dans les maladies sous immunosuppresseurs
il ne meurt pas d'immunosuppression secondaire aux immunomodulateurs, il meurt d'infection secondaire à la corticothérapie. Et ça, c'est un message extrêmement important. Et on a pas mal de data qui permettent de le prouver. J'ai sorti une data juste parce qu'une fois, vous avez fait la prise en charge de la PR en médecine générale. Et quand on voit les registres sur la polyarthrite rhumatoïde, avec où on utilise beaucoup de biothérapie, ben regardez ce qui ressort comme facteur de risque en matière de mortalité infectieuse, c'est bien la corticothérapie, c'est le 3e encadré en rouge. Donc voilà, c'est des complications dont il faut connaître. Voilà, donc j'en ai fini avec la deuxième partie de mon exposé. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des cas cliniques. Des cas cliniques que vous voyez en médecine générale, et je vais revenir à la fin sous forme de présentation de conférence. Cas clinique, monsieur Mohamed Chami, 46 ans, pas d'antécédents, hospitalisé pour un lupus, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme maladie chronique, volontairement j'ai mis ça. Ce cas clinique, pourquoi est-ce que je l'ai mis? C'est pour vous dire que tout ce qu'on doit faire pour une corticothérapie en cure longue est caduque en matière de corticothérapie en cure courte. Donc, traitement, toute maladie chronique, auto-immune, quelle qu'elle soit, que vous allez soigner, un PTI ou autre chose, vous allez donner une corticothérapie à 1 mg kg jour, je pense que tout le monde est d'accord, c'est prednisone. Quelles mesures hygiéniques? Donc, je n'ai pas le temps de faire un interactif. Est-ce qu'il faut lui proposer un régime hyposodé et non pas désodé? Un régime hyperprotidique à cause de la fonte musculaire induite par cela, un régime hypolipédique, un régime hypoglucidique et puis riche en potassium. Ça, c'est vraiment des choses basiques et dans votre ordonnance, vous devez expliquer, vous devez écrire cela à votre patient. Quelle surveillance est-ce qu'on préconise? C'est tout d'abord un iono sanguin. Iono sanguin, c'est pas glycémie, iono, c'est les ions. D'accord? Donc quand on dit ionogramme complet, c'est pas glycémie, urée, créatinine. C'est sodium, potassium, chlore, etc., etc. Glycémie à jeun, cholestérol, triglycérides, transaminase, acide urique, mais attention, ostéoporose. Ça, c'est un message extrêmement important. Pour ceux qui donnent des corticoïdes au-delà de 1 mois, à forte dose, vous êtes obligé de prévenir l'ostéoporose. L'ostéodensitométrie, vous pouvez la faire pour avoir une valeur de référence, d'accord? Alors, quel traitement préventif il y aller? Donc, potassium, calcium, et là je me suis fait avoir une fois. Un jour, il y a un labo qui est venu me voir pour me dire, vous savez, monsieur Elmouche, on a un produit qui est 2 fois moins cher que celui que vous êtes en train de donner. J'ai prescrit pendant très longtemps. C'est vrai que c'était 2 fois moins cher, mais il était 2 fois moins dosé. Donc voilà, faites très attention. C'est 1 gramme de calcium, c'est 800 unités de vitamine D, et c'est, attention, biphosphonate. Chaque fois que vous donnerez une corticothérapie, au-delà de 7,5 mg. Ça peut vous paraître une dose banale, toute petite, mais c'est déjà une dose de trop. Au-delà de 3 mois, vous êtes obligé de donner un traitement préventif par biphosphonate en 1 comprimé par semaine. Voilà, ça c'est des messages pratiques que je vous donne. Deuxième cas clinique, monsieur Mohamed, âgé de 55 ans. Pas d'antécédents, hospitalisé pour un syndrome néphrotique, pour la formation médicale continue, c'est une protéinurie au-delà de 3 grammes par 24 heures, au-delà de 50 mg kg par 24 heures, c'est chez l'enfant, avec une hypoalbuminémie à moins de 30 grammes, hypoprotidémie à moins de 60 grammes. Normalement, quand vous avez une protéinurie positive chez un adulte, c'est une biopsie rénale. Chez l'enfant, non, parce que la néphrose lipoïdique répond très facilement à la corticothérapie. Donc pour les pédiatres, c'est des choses qu'ils connaissent très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Absorption, anti-inflammatoire, 1 mg kg 4 semaines, 1 mg kg 6 mois, bonus corticoïde. Quand vous donnez une corticothérapie au long cours, 1 mg kg, c'est 4 semaines et pas plus. Puis vous devez décroître votre corticothérapie. On ne maintient pas 1 mg kg au-delà de 1 mois. Bilan préthérapeutique, on l'a fait. Antécédent HTA, même s'il a 19 de tension, même s'il a 22 de tension, quand une corticothérapie est indiquée, il n'y a plus de contre-indication. C'est un message fort que je vous donne aujourd'hui. S'il a une glycémie à 6 grammes, une hémoglobine glyquée à 15%, s'il
S'il y a une indication de corticothérapie, il n'y a pas de contre-indication corticoïde. Donc en gros, vous managez, vous hospitalisez, vous donnez du loxène intraveineux pour l'HTA, vous donnez de l'insuline syringotopulsée, mais quand l'indication est là, vous ne dites pas parce qu'il y a une glycémie élevée, je ne vais pas la donner. Par contre, je surveillerai de manière très rapprochée. Ulcère, je vais y revenir tout à l'heure. Profil psychiatrique, faites très attention. À 1 mg kilo, quelqu'un qui est déprimé, qui a une psychose, peut se jeter par la fenêtre. Faites très attention, c'est aigu, ça donne des psychoses. Donc quand vous donnez également cela, vous êtes obligé de surveiller le côté psychiatrique de votre patient, foyer infectieux et bilan paraclinique, on en a parlé tout à l'heure. Modalité de dégression à 1 mg kilo. 1 mois, arrêt brutal, dégression 3 jours, dégression d'une semaine, dégression lente par palier, la réponse est claire, c'est une dégression lente par palier. Mais comment est-ce qu'on décroît lentement en palier? Voilà, je vous demande d'apprendre cela. Et là, je vois les téléphones qui sortent. De toutes les manières, j'ai l'habitude de le faire. Les diapos, elles sont chez Madame Azizi, elles sont à la disposition de tout le monde. J'ai l'habitude de vous les laisser. Donc, mon diaporama vous appartient. Donc, en gros, on baisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Quand vous arrivez, c'est dommage que ça ne marche pas, il n'y a pas de pointeur LED. Donc, à 5 mg, avant, on faisait le test de synactène. Donc, en gros, l'objectif thérapeutique, on est efficace quand vous êtes entre 5 et 7,5 mg par jour. Au-delà de 7,5 mg par jour, la maladie n'est pas contrôlée. Il faut donner un traitement, ce qu'on appelle d'épargne cortisonique, pour pouvoir baisser la dose de corticoïdes. Donc, en gros, ça peut vous paraître rien du tout, 10 mg. Mais vous n'avez pas le droit de garder 10 mg par jour pendant des mois parce que les complications sont extrêmement importantes et vous êtes sûr que votre malade mourra d'infection. Alors comment est-ce qu'on arrête? Une fois que vous avez la bonne dose, que la maladie est contrôlée, vous êtes à 5 mg, le test synactène que l'on faisait auparavant, vous pouvez l'oublier, d'accord, on ne le fait plus. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cortisolémie à 8 heures. À moins de 300 mg. Donc là, vous n'arrêtez pas, vous associez de l'hydrocortisone. Et là, je vous invite à voir la première diapo que je vous ai mise sur les différents corticoïdes et leurs indications. Et voilà les indications d'hydrocortisone. Donc c'est 2 comprimés à 8 heures de 10 mg, un comprimé à 16 heures, jusqu'à ce que la cortisolémie redevienne normale. Et à ce moment-là, vous allez décroître milligramme par milligramme jusqu'à l'arrêt du traitement. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, le patient, vous avez mis hydrocortisone 30 mg, donc il est protégé. Il vient vous voir et vous dit, je suis allé à Jamel Fna, j'ai mangé un peu de tête de mouton ou tête de je ne sais pas quoi, et j'ai de la diarrhée. Non, c'est pour te rendre hommage que j'ai fait cette... Paolo. Donc, il a mangé quelque part, et il vous dit, mais les clés, tu vois là, ça me tria, je vomis, j'ai de la fièvre, je suis fatigué. Vous allez lui donner quoi? Vous allez lui donner des quinolones parce que vous pensez à une intoxication alimentaire. Message important. Tout signe digestif chez un patient sous corticoïdes est une insuffisance surrénale aiguë jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est vraiment un message extrêmement important que je vous passe aujourd'hui. Ce n'est pas une gastro, ça peut être une gastroentérite, ça peut être un poussé d'ulcère, ça peut être un opéra, mais attention, je suis un bon docteur, je pense à l'insuffisance surrénale, même si mon malade est correctement traité. Et dans ce cas-là, je vous invite à voir également les différents corticoïdes. C'est de l'imicitinib d'hydrocortisone que vous allez donner en intraveineux, c'est 100 mg toutes les 6 heures en intraveineuse directe. Bien sûr, quand vous avez une insuffisance surrénale, la question qui vient après, c'est pourquoi mon malade a fait une insuffisance surrénale. Et c'est l'erreur que l'on fait souvent. Vous avez un malade qui est bien équilibré à 5 mg par jour, et puis M. Derel décide de l'opérer pour sa prostate. C'est un stress pour lui. Ce malade peut avoir, donc en gros, l'insuffisance surrénale peut survenir aussi avec une cortisolémie normale, mais tout simplement parce que votre surrénale ne réagit pas suffisamment à un stress. Sa capacité n'est pas suffisante, et donc, ça peut être un arrêt de traitement, une infection qu'il faut rechercher, de la chirurgie, un effort physique, un traumatisme peut décompenser, même si le malade avait une cortisolémie correcte. Troisième cas clinique, mademoiselle Esma, 34 ans, admise en réa médicale pour un asthme aigu grave, traitée par corticoïdes, mais regardez ce que j'ai mis, asthme aigu grave, corticoïdes, oui aigu, mais ce n'est pas les corticoïdes qui vont traiter au début, ils vont prendre le relais par la suite, vous le donnez, ne vous attendez pas à avoir une amélioration, puisque le délai d'action est de quelques heures, c'est 3 à 4 heures.
Comment se fait la décrétion? Ben là, vous êtes d'accord avec moi, c'est une décrétion brutale parce que vous avez donné à une courte dose, à une courte durée de 10 jours. Dernier chapitre, et là mon objectif c'est de démystifier. Démystifier les bolus de corticoïdes. Vous êtes appelé aux urgences, et ça je m'adresse aux médecins des urgences, c'est des cas cliniques fréquents. Un jeune homme de 25 ans, il a un syndrome hémorragique avec épistaxie d'apparition rapide, il était en très bonne santé, il avait de la fièvre, pourquoi j'ai mis de la fièvre? Il n'avait pas de fièvre, une éruption cutanée, apparition spontanée, indolore, ne s'effaçant pas la vitropression, c'est un purpura, vous êtes d'accord avec moi? Un purpura fébrile est une urgence, c'est une méningococcémie, vous donnez d'acétriaxone 3 grammes x 2 par jour. Quand il n'y a pas de fièvre, vous pensez à autre chose. Donc c'est un purpura 2 examens. Vous faites plaquette, temps de saignement. Plaquette basse, purpura thrombopénique. Plaquette normale, temps de saignement normal, purpura vasculaire. Plaquette normale, temps de saignement allongé. Purpura thrombopathie, c'est-à-dire que les plaquettes sont là, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Donc voilà, temps de saignement et taux de plaquettes. Chez votre patient, vous avez moins de 10 000 plaquettes. Quelle est votre attitude? Là, vous n'avez pas le temps de me l'envoyer. Vous devez faire le job s'il vient chez vous aux urgences. Et on en parlait tout à l'heure. C'est un bolus de corticoïdes. C'est quoi un bolus? C'est une courte hospitalisation. On a peur de quoi du bolus? On a peur de l'hypocalémie qui donne un arrêt cardiaque brutal. Mais quand est-ce que ça survient, cette hypocalémie? Et là, j'ai mes internes qui sont là dans la salle, à qui je rends hommage, et ils ont l'habitude de donner ces bolus de corticoïdes. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je leur dis qu'il faut le passer en 3 heures. En gros, plus vous donnez rapidement, plus vous allez avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Faites très attention. Les infirmiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la perfusion, ils bougent, elle se bloque, et ils passent en bolus comme ça, et c'est comme ça que les malades meurent. C'est la seringue autopulsée, d'accord, de 30 minutes à 3 heures, et dans ce cas-là, il n'y a aucun risque. Vous faites une calémie auparavant, vous donnez ça pendant 3 jours, et normalement, les choses s'améliorent. L'autre chose également, j'ai pensé aux urgentistes, aux médecins généralistes au niveau des urgences, quand vous avez des traumatismes de la colonne, des accidents de la voie publique, un malade qui vient chez vous, tétraplégique, paraplégique, vous n'êtes pas sûr qu'il y a une section de la moelle, vous avez 8 heures pour agir, c'est l'œdème qui compris, dans ce cas-là, vous donnez votre bolus de corticoïdes et vous ne perdez rien de le faire, vous pouvez sauver un patient, le passer de tétraplégique à un patient tout à fait normal. Alors, surveillance électrique, clinique, tension artérielle, biologique, potassium et l'ECG pour rechercher les troubles du rythme. Donc, vous avez vu qu'en fin de compte, on a besoin de moins de surveillance pour un bolus que pour une corticothérapie au recours. Donc, en fin de compte, c'est calémie. S'il y a un examen qu'il faut faire, c'est bien le potassium. Si vous n'avez pas de potassium, faites un ECG et vous recherchez les signes d'hypocalémie que vous connaissez aussi bien que moi. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Et ça, c'est une phrase à moi et je vous demande de la graver dans le marbre. Prescrire un bolus corticoïde est un choix raisonné entre le risque de la maladie et le risque du traitement. La question est-ce qu'on a vraiment le choix? La réponse est clairement non, parce que c'est une obligation. Et donc, je répète encore une fois, quand la corticothérapie est indiquée, il n'y a plus de contre-indication. Donc voilà, j'ai mis les surveillances. Alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir? Et je vais y aller très rapidement pour essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Donc, le tableau psychiatrique, faites très attention. Moi qui suis en médecine interne au 4e étage, j'ai déjà eu des patients qui voulaient se jeter par la fenêtre du 4e étage. Vraiment une évaluation psychiatrique importante. Un malade sous antipsychotique, un malade psychotique, faites très attention. La corticothérapie à forte dose peut décompenser un tableau psychiatrique. Mais quand vous avez un tableau psychiatrique, la première réponse également, c'est de prendre la température pour être sûr qu'il n'y a pas une complication infectieuse, notamment une méningite qui a décompensé cela. Tableau fébrile. Et regardez, donc là, je vous ai déjà mis. Donc en gros, les principales infections, c'est tout. Vous pouvez réactiver une tuberculose dans le contexte marocain. Et quand vous avez retenu une chose, quand vous donnez de la corticothérapie, quand il y a, même s'il y a un sepsis grave, comme chez l'enfant, vous n'avez pas toujours un syndrome fébrile. Et ça, c'est également un message important. N'attendez pas d'avoir un syndrome fébrile pour vous dire qu'il y a une complication infectieuse secondaire à la corticothérapie. S'il y a un examen à faire, c'est bien sûr la C-réactive protéine qui vous permettra très rapidement de faire la part des choses. Tableau abdominal, et là, pourquoi je l'ai mis, c'est pour répondre à une question. Est-ce que les corticoïdes sont ulcérigènes? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont ulcérigènes et justifient l'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protéines associés.
Est-ce que les corticoïdes sont ulcérigènes? La réponse est non. Sur un estomac sain, vous n'êtes pas obligé de donner une corticothérapie. Si vous associez avec des médicaments ulcérigènes, oui. Sur un terrain, sur un estomac pathologique, la corticothérapie peut être ulcérigène, mais sur un estomac sain, le fait de donner des IPP n'est pas obligé de le faire parce que les corticoïdes ne sont pas ulcérigènes. Alors là, je vais aller très rapidement. Diabète, ce n'est pas une contre-indication. HTA, ce n'est pas une contre-indication. Donc, en gros, vous surveillez. Et voilà les différentes indications des bolus corticoïdes. Et regardez, il y a beaucoup de maladies qui intéressent, bien sûr, les médecins généralistes. Il n'y a pas que des maladies de médecine interne compliquées. Et donc, la conclusion, voilà, Madame Azizi, je t'ai fait gagner 5 minutes. Vous ne m'en voulez pas, m'en demander d'aller vite. Les complications des corticoïdes et des bolus sont le plus souvent évitables par des bonnes connaissances des limites et des contre-indications. Je pense que vous cocherez ce QCM, que l'application des règles de prescription, ce que je vous ai mis au début, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bonne surveillance, je vous remercie. Merci beaucoup.